Nous sommes toujours en direct pour débriefer cette annonce de nouveau gouvernement de la part de Sébastien Lecornu. Et je me trouve maintenant avec Mathieu Hoc du think tank Le Millénaire. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Vincent, je vous entends et vous? Parfait, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On le disait, hein, c'était un gouvernement très attendu. Sébastien Lecornu s'était montré en homme de rupture au début, quand il a pris les premières prises de parole en tant que Premier ministre. Force est de constater que le gouvernement, il y a quand même beaucoup de têtes qui se ressemblent au dernier gouvernement. Oui, en effet, Sébastien Lecornu devait opérer une double rupture. Une rupture sur la forme et une rupture sur le fond. Sur la forme, force est de constater qu'il a réussi à opérer cette rupture puisqu'il a annoncé, pas plus tard que en semaine dernière, qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Donc, c'est un moyen sur la forme de méthode qu'il amène comme gage au Parti socialiste notamment, voire même au Rassemblement national, en disant je ne reprendrai pas la méthode de mes prédécesseurs, c'est-à-dire Michel Barnier qui avait utilisé le 49.3 pour faire passer son budget, notamment sur le PLFSS, donc le projet de loi de finances sécurité sociale, l'hiver dernier, mais également sur François Bayrou qui ne s'était pas engagé jusque-là, c'est-à-dire à ne pas utiliser le 49.3. Donc il y a une rupture sur la forme. En revanche, la rupture qui est attendue et qui n'est pour l'instant toujours pas advenue, puisque Sébastien Lecornu n'a pour l'instant pas présenté de texte ou de projet de budget jusqu'à présent, voire même de lettres de structure de discours de politique générale, c'est la rupture sur le fond. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir nommé les mêmes hommes et les mêmes femmes au poste du ministériel peut faire dire à certains qu'il n'opérera pas une rupture sur le fond? C'est en tout cas un risque et le risque qui aujourd'hui est porté sur la nomination de son gouvernement ce soir-ci. Effectivement, alors la liste des membres du gouvernement, on retrouve Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, Catherine Vautrin, Rachida Dati. On le disait, il y a beaucoup de noms qu'on connaît. Il y a les ministres de droite qui restent, notamment Bruno Retailleau, et ça a été une grande question, ça, tout le week-end. Oui, alors en effet, c'est la grande question parce que Sébastien Lecornu est comme Michel Barnier et comme François Bayrou tributaire d'une arithmétique parlementaire qui, elle, n'a pas changé depuis le 7 juillet 2024. L'arithmétique est la suivante. Pour qu'un gouvernement du socle commun ait une légitimité politique suffisante pour tenir à l'Assemblée nationale, il faut qu'il embrasse à la fois une alliance de circonstances entre les députés du bloc central, donc Mhm. du MoDem, de Renaissance et d'Horizon, mais également des républicains. Et donc, il est nécessaire, pourquoi? Parce qu'en fait, cela fait une somme de 220 députés, ce qui est plus que la coalition du NFP arrivée en tête, qui représente 180 députés. Donc, si vous soustrayez aux 220 députés du socle commun les députés des républicains, 50 députés pour le rappeler, alors vous avez une coalition parlementaire qui est inférieure à celle du socle commun et Mhm. donc un Premier ministre qui ne peut pas être nommé à partir de ce bloc central. Donc l'équation pour Sébastien Lecornu, comme ça l'a été pour François Bayrou, c'est de donner suffisamment de gages aux Républicains et donc de nommer des ministres au sein de LR, en l'occurrence le président du parti Les Républicains, Bruno Retailleau, pour que, à minima, le socle commun puisse tenir et que donc la gauche du nouveau Front populaire ne puisse pas être appelée à gouverner le pays. Oui, il y avait aussi des questions, des gages, on l'a dit, pour la droite. Il fallait des gages pour la gauche pour éviter d'être censuré. Est-ce qu'on les voit dans ce nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu? Alors, Sébastien Lecornu a joué depuis le début, en fait, Sébastien Lecornu joue la chose en deux temps. Le premier temps, ça a été de renforcer d'abord son socle commun. Il y avait plusieurs indications qui le montraient. Un, c'était les négociations qui ont eu lieu du coup mercredi et jeudi dernier à l'Assemblée nationale pour la répartition des postes importants à l'Assemblée nationale, donc vice-présidence, questure, etc., où il y a besoin que le socle commun vote unanimement pour ne pas laisser, par exemple, la majorité au bureau de l'Assemblée nationale à la gauche, ce qui était donc Mhm. un premier enjeu. Donc c'est pour cela qu'il a dû négocier surtout avec LR pour pouvoir faire tenir son socle commun. Également sur la question du fond, donc avoir des accords sur des lignes de fond, sur des lignes de force programmatiques, des grandes orientations, donc sur la baisse de la dépense publique, sur le fait de pas augmenter les impôts, sur la France du travail, le fait d'avoir une politique sécuritaire et migratoire qui soit plutôt ferme pour donner des gages à la droite et donc renforcer son socle commun. Et donc ça c'est le premier temps. Et le deuxième temps ensuite,
c'est qu'il a besoin ensuite après de ne pas tomber. Donc il y a un, des besoins de maintenir son socle commun, c'est pour ça qu'il négocie avec LR. Et deux, ne pas tomber, c'est donc pour ça qu'il va négocier à partir de maintenant un accord de non-censure avec le Parti socialiste qui ne peut du coup tenir que sur des questions de fond, des questions notamment liées au budget, et non sur des questions de forme, puisqu'il s'est d'ailleurs engagé à ne pas débaucher un socialiste, puisque de toute Mhm. façon, Olivier Faure avait dit que ce n'est pas parce que vous nommez une personnalité du Parti socialiste ou apparentée au Parti socialiste que cela engagera le soutien du Parti socialiste. Donc le Parti socialiste attendant de trancher sur des questions de fond, la nouvelle étape qui est pour l'heure, là, pour les prochains jours, prochaines semaines, pour Sébastien Lecornu, c'est donc de négocier avec la gauche sur le budget. Mais tout ça avec les Républicains dans son camp, dans le gouvernement, qui vont eux aussi freiner ces accords avec la gauche. Exactement. Il a donc la deuxième étape est donc de négocier avec la gauche, mais pour autant, il ne peut pas se permettre de perdre LR compte tenu de ce que je vous disais, notamment sur Mhm. l'arithmétique parlementaire, parce que de toute façon, si les Républicains retirent leur soutien et leur participation, puis leur soutien au gouvernement, alors Sébastien Lecornu n'est même pas légitime à être Premier ministre, puisque ça devrait être, si l'on prend les propos du président de la République le 7 juillet 2024, ça devrait être donc du coup la gauche, puisque c'était Mhm. l'argument qu'avait opposé Emmanuel Macron à la nomination de quelqu'un comme Lucie Castet. C'est que aujourd'hui le socle commun a plus de députés que la gauche. Donc en effet, il faudra qu'il négocie avec le Parti socialiste sans se couper de LR, et c'est là où on commence à esquisser quelque chose qui paraît impossible, puisque d'un côté le Parti socialiste va demander plus de ce qu'ils appellent justice fiscale, donc plus d'impôts, notamment sur les plus aisés et sur les entreprises, taxe Duckman et dérivés, mais Mhm. également, mais alors que les députés LR et les Républicains, Bruno Retailleau, vont demander des économies sur la dépense publique. Et donc, Sébastien Lecornu va devoir un peu trouver un équilibre entre augmenter peut-être certains impôts sur certaines parties de la société, donc notamment les très très riches, voire les très grandes entreprises, mais également proposer des baisses de dépenses publiques. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs annoncé la mission État efficace, 6 milliards Mhm. d'euros de baisse de dépenses publiques sur l'administration, ce qu'on appelle communément la bureaucratisation. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées aussi mardi lors du discours de politique générale. Mais avant d'en parler de ça, il y a quand même des personnes qui reviennent dans ce gouvernement. Il y en a un surtout qu'on peut noter, c'est Bruno Le Maire qui récupère la place laissée vacante finalement par Sébastien Lecornu. Oui, Bruno Le Maire fait son retour au gouvernement. C'est le poids lourd, en tout cas, le nouveau poids lourd qui avait été, qui a, on va dire, la signature Sébastien Lecornu. On se souvient que Sébastien Lecornu et Bruno Le Maire ont beaucoup collaboré ensemble. En tout cas, Lecornu a collaboré avec Bruno Le Maire, notamment lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite. Donc, ça nous ramène en 2016. Mais effectivement, on est sur la même logique que celle qui a présidé la nomination de François Bayrou du gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement le plus resserré possible avec des ministres très politiques et surtout des ministres qui étaient très connus, qui sont Mhm. très connus des Français. C'est la différence avec le gouvernement Barnier où, vous vous souvenez, Michel Barnier avait nommé beaucoup de ministres qui n'étaient pas connus. On se souvient, par exemple, de Monsieur Armand, qui était Mhm. député macroniste, qui a été nommé ministre de l'économie à seulement 33 ans, qui n'était pas connu des Français. Et on se souvient aussi d'Othman Nasrou, etc. Là, depuis François Bayrou, on a eu d'abord le retour de quelqu'un comme Manuel Valls, on a eu le retour d'Elisabeth Borne, le maintien de Gérald Darmanin, Bruno Retailleau. Là, effectivement, Sébastien Lecornu amène Bruno Le Maire, qui est quelqu'un connu des Français, parce qu'il a été effectivement ministre de l'économie, pour essayer d'amener une certaine expérience à ce gouvernement qui va devoir affronter une équation assez impossible. Est-ce que le retour de Bruno Le Maire aussi, c'est que dans ce réservoir de grands noms, eh ben, il ne reste un peu plus que lui? Oui, effectivement, d'une certaine façon aussi, si vous voulez ramener des noms importants dans votre gouvernement, eh bien, des anciens grands ministres d'Emmanuel Macron, il y en a plus beaucoup en stock. Bruno Le Maire figurait parmi les derniers, et surtout qu'il est très identifié de par le fait d'avoir accompagné, c'est ce qu'il, en tout cas, c'est je pense l'argumentaire qu'il défendra, d'avoir accompagné d'une part l'augmentation du budget des armées qui était donc de moins de 2% en 2017 et qui aujourd'hui a dépassé les 2% dans la dernière loi de programmation militaire. Donc de dire, j'ai été un ministre qui, quand j'étais aux finances publiques et à l'économie, a soutenu
l'effort de réarmement d'une certaine façon militaire de la France. Et puis d'autre part, effectivement, ça a été le ministre des politiques d'Emmanuel Macron sur le premier quinquennat, donc de baisse des impôts, ce qui est quand même un atout quand vous devez négocier avec les Républicains. Et ça a aussi été également le ministre de l'économie qui a fait le quoi qu'il en coûte, qui du coup est effectivement une augmentation importante de dépenses publiques pour soutenir l'économie à la suite de la crise sanitaire et qui peut effectivement donner des gages d'une certaine façon d'expérience au Parti socialiste. Alors, on a eu déjà quelques petites réactions, en tout cas, à ce remaniement. On a eu Jordan Bardella, alors ça c'est Gérald Darmanin, Jordan Bardella qui dit que finalement un gouvernement qui a tout de la continuité et rien de la rupture que les Français attendent. Jean-Luc Mélenchon, tout ça pour ça. Est-ce qu'on lui donne longtemps à ce gouvernement? De toute façon, les prises de position du Rassemblement national ou de la France insoumise, finalement, importent peu pour Sébastien Lecornu, puisque son équation est parlementaire est encore une fois la suivante: solidifier son socle commun et ensuite après négocier avec le Parti socialiste. S'il arrive, comme François Bayrou, donc en février dernier, à négocier un accord de non-censure avec le Parti socialiste, le Rassemblement national comme la France insoumise peuvent effectivement appeler à censurer le gouvernement Lecornu. Il ne sera pas censuré. Donc l'enjeu pour Sébastien Lecornu aujourd'hui, c'est maintenir son socle commun, puis ensuite après négocier avec le Parti socialiste. Donc les réactions à ce nouveau gouvernement qui vont être les plus importantes sont celles d'Olivier Faure, donc patron du Parti socialiste, et de Boris Vallaud, patron du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. J'ai envie de dire que Sébastien Lecornu ne peut pas aujourd'hui négocier avec le Rassemblement national de par l'historique récent qu'il y a eu entre le Rassemblement national et Michel Barnier. On a vu quand même à l'hiver précédent que Marine Le Pen et Jordan Bardella n'avaient pas été des interlocuteurs suffisamment fiables avec Michel Barnier et avaient entraîné la censure du gouvernement. Et on suivra en tout cas les réactions de Boris Vallaud ou d'Olivier Faure qui pour l'instant ne sont pas là. On va bien sûr attendre de les recevoir. Vous les aurez bien sûr sur le site du Figaro. Mardi, il y a le grand oral finalement de Sébastien Lecornu. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Je pense qu'il faut en attendre deux choses encore une fois parce que la feuille de route est assez claire. D'une part, qu'il puisse parler suffisamment aux Républicains et surtout, au-delà de parler au cadre du parti LR, donc à Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, etc., il doit parler aux électeurs de LR. Pourquoi cela? Parce que lorsque François Bayrou a été censuré, 58%, selon un sondage Ipsos, des électeurs Les Républicains, donc qui sont pourtant des électeurs qui sont favorables à la culture de gouvernement et au fait que LR participe au gouvernement, mais 58% d'entre eux étaient pour censurer François Bayrou. Mhm. Donc, c'est-à-dire que Sébastien Lecornu doit répondre d'abord à ces électeurs-là, à ces personnes qui votent pour les Républicains, pour que ceux-ci, ensuite, après, ne fassent pas pression sur les parlementaires LR en circonscription, lorsque ces derniers vont revenir en circonscription, pour leur demander de censurer Sébastien Lecornu. Donc ça, c'est le premier point qu'il devra mettre dans son discours de politique générale. Les attentes des électeurs des Républicains sont assez classiques. 3 points. Un, sur les impôts, pas d'augmentation d'impôts, ou en tout cas pas de pression fiscale supplémentaire. Deux, une politique migratoire ferme. Et trois, le rétablissement de l'ordre, donc un choc d'autorité au niveau des questions de sécurité. Et le deuxième axe qui devra être dominant dans le discours de politique générale mardi prochain de Sébastien Lecornu, c'est d'envoyer des signaux favorables à la gauche, tant sur la forme, bien rappeler qu'il n'utilisera pas le 49.3, rappeler que ce sont les députés qui seront à la manœuvre pour le choix du budget et que donc les propositions que feront Boris Vallaud et Olivier Faure pourront être retenues. Et deux, ensuite, après, qu'il leur donne à minima ou qu'il esquisse la possibilité de leur donner une victoire idéologique, symbolique forte sur le budget. Probablement une hausse d'impôts qui peut être suffisamment importante pour le Parti socialiste pour que ceux-ci ensuite puissent revenir devant leurs électeurs et dire on a réussi en tant que parti de gauche de gouvernement à avoir assuré notre mission de parti de gouvernement en ne censurant pas Sébastien Lecornu, et deux, notre mission de parti de gauche en récupérant une mesure totémique phare, une taxe Zuckman allégée ou quelque chose de cette nature-là, peut-être la suspension de la réforme des retraites au gouvernement du coup de Sébastien Lecornu.
20h25, vous voyez une nouvelle réaction, celle de Mathilde Panot, et comme on le disait, c'est pas celle qui nous intéresse le plus, on attend bien sûr celle du côté du PS. Merci beaucoup Mathieu. Juste une dernière question, qu'est-ce que vous allez suivre dans les jours, les semaines à venir, alors à part le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, parce que ce serait une réponse beaucoup trop facile. Je pense que la montée en œuvre, la montée en puissance de ce gouvernement va être la chose qui va être à suivre, c'est-à-dire que on a eu pendant quasiment 3 semaines un gouvernement démissionnaire, donc des sujets, donc des ministres comme Monsieur Retailleau, comme Monsieur Darmanin, comme Madame Borne ou autres, qui n'ont pas pu s'exprimer au-delà des affaires courantes sur leur périmètre leur périmètre ministériel. Donc, il sera important de suivre la montée en charge de ce gouvernement sur des sujets de fond parce que malgré tout, quand même, là, on parle de remaniement, de nouveau gouvernement Sébastien Lecornu, mais l'enjeu qui est quand même clé, c'est de répondre à certaines grandes priorités des Français parce que aujourd'hui, vous avez quand même des consensus forts dans la société quand vous regardez les différentes enquêtes d'opinion, un consensus autour de davantage de protection sur les questions migratoires et sécuritaires, un consensus sur la maîtrise de la dette. On a vu quand même que François Bayrou avait fait émerger cette question dans le débat public et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, les Français à plus de 50% sont préoccupés par la dette, et puis également la question de l'attachement au service public, donc comment aujourd'hui apporter des réponses structurelles à l'école, à la santé, parce que ce sont aujourd'hui des sujets que les Français voient au quotidien, le délabrement des services publics, malgré des hausses d'impôts. Donc je pense qu'un des enjeux qui vont être clés, c'est de justement suivre cette montée en charge des différents ministres pour voir comment ils vont s'atteler à répondre directement aux problématiques des Français. Puis évidemment la question du budget. Merci beaucoup Mathieu Hoc du think tank Le Millénaire. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour débriefer finalement ce nouveau gouvernement. Première mouture, puisque d'autres noms devraient tomber. Ce sera après le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Si vous voulez garder toutes les dernières informations, bien sûr, vous restez sur le site du Figaro. Et moi, je vous dis bonne soirée.